Bon, bien, bonjour tout le monde. Euh, je remarque que mon visage est rouge. Je pense que j'ai pris un coup de soleil aujourd'hui. Euh, J'espère qu'on vous protégera mieux mes yeux que ma peau. Euh, Écoutez, merci d'être venu en si grand nombre. Vraiment, c'est encourageant de voir l'intérêt que vous manifestez. C'est la deuxième conférence qu'on organise. Il y en a une le 24 mars sur les mythes et légendes des éclipses. Aujourd'hui, ce sera plus sur la mécanique céleste, si j'ai bien compris notre conférencier, là, Denis. Euh, donc, le carrefour est plein. La salle municipale, c'est censé être plein. Donc, l'éclipse a lieu à guichet fermé. Euh, et c'est quand même un bel exploit pour Austin. On a fait une petite erreur quand on a organisé les choses. On a décidé d'inscrire nos activités à Tourisme Estrie. Et là, il y a quelques jours, quand on a vu ce qui se passait à Niagara Falls, on s'est dit, on a peut-être fait une erreur. On a peut-être attiré beaucoup, beaucoup de monde de l'extérieur d'Austin. Pour le moment, ça semble être sous contrôle. On avait peur que le stationnement, lui aussi, soit à guichet fermé. Mais jusqu'à maintenant, ça va relativement bien. Les activités qu'on organise dans le cadre de l'éclipse ont été généreusement financées par le Fonds d'aide aux initiatives citoyennes de la municipalité. Sans cette contribution, vous auriez eu à payer votre billet, ce qu'on voulait éviter à tout prix. Je m'en voudrais de ne pas mentionner le soutien du personnel de la municipalité, tout particulièrement celui déployé par Renaud Payan-Hébert, qui est responsable de la vie communautaire et des loisirs ici à la municipalité. Un gros merci, surtout beaucoup, beaucoup, d'avoir déneigé la patinoire. Quand on a vu la neige, on est venu, on s'était dit, on va venir pelleter vendredi après-midi. J'ai averti la directrice générale, on voulait s'assurer qu'on aurait accès à la patinoire pour pelleter. Elle me dit, faites-vous-en pas, on va la dégager. Puis ils ont bien fait parce que ça aurait été une tâche herculéenne, impossible pour nous d'enlever ça à bras. Alors, merci encore. Mais les sous, ce n'est pas tout. Il faut des énergies, des compétences, de l'engagement, du dévouement. Et nous avons pu compter sur tout cela et bien plus encore dans l'organisation des activités. Certains d'entre eux et elles sont des observateurs aguerris du cosmos qui ont accepté de revenir sur Terre, et alors que d'autres, comme moi, ont voulu enfin élever leur regard vers le ciel. Notre équipe, c'est, et là c'est en ordre alphabétique, Céline Chicoine, Mélissa de la Fontaine, Diane Duprat, René Fortin, Yvan Grégoire, Paul-Émile Guilbeault, Bernard Janson, Denis Lorrain, notre conférencier, Sophie Malavoie, André Roy, Sonia Auberoy, Yves Trudeau, et enfin Lisette Maillé, ophtalmo en chef, qui s'est occupé d'acheter les lunettes pour protéger vos yeux. Alors, avant de céder la parole à notre mairesse, Lisette Maillé, qui n'a pas besoin de présentation, alors vous n'aurez pas à m'entendre parler d'elle, je voudrais vous présenter Mme Sophie Malavoie, qui est une fière résidente d'Austin et qui va animer la conférence d'aujourd'hui comme elle le fait si bien le 24 mars. Elle est ingénieure de formation et elle a plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de la vulgarisation et de la communication scientifique. Elle a été rédactrice en chef de la revue de l'Association francophone pour le savoir, l'ACFAS, la revue Interface, aujourd'hui Découvrir. Elle a été réalisatrice à Découverte chez Radio-Canada. Elle a été, et ça il faut quand même le dire, elle a été élevée au rang de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la France. La Légion d'honneur est la plus haute distinction française. Mais le plus grand honneur encore pour elle, c'est d'être membre du conseil d'administration de l'APA, les Amis de la Petite Église d'Austin. La présentation est diffusée, c'est une grande première technique pour Austin, est diffusée en simultané à la salle communautaire. On espère que tout va bien se passer. Notons que la conférence aussi sera enregistrée et pourra être visionnée depuis le site web de la municipalité à partir, en ce moment du moins, de l'onglet Patrimoine.
Celle du 24 mars s'y trouve déjà. Alors, ceux qui n'auraient pas assisté à cette conférence-là peuvent la visionner sur le site de la municipalité. Alors, Madame la mairesse, c'est à vous. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là pour cet événement du siècle. Ce sera le seul qu'on verra probablement de notre vivant. Alors, je commence. Mon frère, un astronome amateur, m'a dit il y a déjà quelques années qu'Austin se trouverait dans la bande de totalité de l'éclipse le 8 avril 2024 et que nous devrions saisir cette occasion unique de nous intéresser à la science, à la culture et à l'histoire. Manifestement, il n'est pas le seul à y avoir pensé. J'en profite donc pour remercier Pierre-Henri Richon et son équipe, dont il a déjà mentionné les membres, ainsi que le personnel municipal pour leur soutien administratif et technique. Contrairement au phénomène éphémère d'aujourd'hui, les deux conférences, celle du 24 mars de M. Lamontagne et astrophysicien à l'Université de Montréal et ex-directeur exécutif du télescope de l'Observatoire du Mont Mégantic, et celle d'aujourd'hui sur la géométrie des éclipses sont enregistrées par M. Denis Lorrain, retraité de l'Agence spatiale canadienne, sont enregistrées et accessibles sur le site web de la municipalité Combien-Dire-Pierre sous l'onglet Patrimoine pour la postérité. Mon paragraphe était long, mais éphémère et postérité. Comme le disait Pierre, le fait d'organiser localement une série d'activités contribue à situer les Ostinois et Ostinoises dans une expérience commune à des millions de Nord-Américains en ce jour du 8 avril. Il n'est que naturel qu'un événement touchant tant d'humains soit vécu collectivement. Le fait de réunir des centaines de personnes en un même lieu, à la même heure, pour observer un même phénomène, crée des liens et stimule les conversations. J'ajouterais, quel meilleur endroit qu'ici, au Carrefour, lieu de rassemblement communautaire et vitrine du dynamisme de la culture d'Austin. Pour préparer mon petit mot d'aujourd'hui, j'ai parcouru le vaste monde de connaissances que sont les réseaux sociaux, où j'ai appris ceci. L'éclipse, entre guillemets, est en réalité une réparation du dôme qui recouvre la Terre, qui est plate d'ailleurs. Ce qu'ils appellent la bande de l'éclipse, je ne sais pas c'est qui, ce qu'ils appellent la bande de l'éclipse est en réalité le joint où les deux parties du dôme se rencontrent. Ils doivent le réparer parce qu'il s'est détaché au fil des ans. Les suzerains extraterrestres font ça pour notre protection, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Moi, je suis soulagée d'entendre ça. Moi qui croyais que notre compréhension des éclipses totales et notre réaction à celles-ci avaient évolué. La preuve, s'il en fallait une, de l'importance d'encourager le développement de la culture scientifique et de saisir l'occasion de cette coïncidence céleste pour discuter de l'origine et de la mécanique de notre système solaire et de quelques faussetés. L'éclipse d'aujourd'hui aura fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, avec raison. C'est ni plus ni moins le phénomène astronomique du siècle. Elle nous permet de nous rapprocher de ce que la nature a de plus beau à offrir. Elle nous permet d'apprendre ensemble, de découvrir ensemble et enfin, probablement le plus important, de nous émerveiller tous et toutes ensemble. Prochain rendez-vous, le 3 mai 2106. Alors, Madame Malavoie, vous existez maintenant devant Austin. Oui. Merci, Lisette, de ne pas faire un appel à tous les Réaliens. Moi, je suis très fière, en tout cas pour Austin, parce que c'est une petite municipalité qui se trouve aujourd'hui au centre de la bande de noirceur totale et qui a pris vraiment les choses en main pour faire justement de l'animation scientifique. Et plutôt que de dire aux enfants, restez chez vous, faites attention, c'est très dangereux, ce qui est une chose très belle. Alors, 15h27, oui, vous avez tous très hâte. C'est vraiment un jour historique. Hein. Mais c'est l'occasion aussi d'en apprendre beaucoup. Le 24 mars, on en a appris beaucoup sur les mythes et légendes. C'était fascinant. Tout ce qu'on peut apprendre sur les éclipses, les histoires, l'importance du soleil dans les cultures, l'importance de la noirceur, l'utilisation des éclipses à des fins politiques. Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre. D'abord, comprendre c'est quoi le mécanisme, pourquoi il y a une éclipse. La réparation du dôme, c'était pas mal. Hein. Mais je vous dis tout de suite, c'est faux.
Pour y croire, il y a derrière, un peu plus loin en Estrie, il y avait là où était Raël et tout ça. Ils doivent être encore dans la théorie du dôme ou du stade olympique, le trou et tout ça. Ici, ça va être un petit peu plus la vérité. Donc, essayer de comprendre ce qui se passe et aussi tout ce qu'on peut voir comme observation. C'est pour ça qu'on a invité Denis Lorrain, parce que c'est quelqu'un qui connaît ça. Et rapidement, il a une formation en physique optique. Il a d'abord étudié... Voilà, à l'envers, ça va pas très bien. Hein. À l'université de Waterloo, il a fait un bac, puis après une maîtrise et un doctorat à l'Institut d'études aérospatiales de l'Université de Toronto. Il était spécialisé vraiment en optique, ce qui lui a valu comme premier emploi d'être à l'Agence spatiale du Canada, où il est toujours d'ailleurs, chercheur en application laser. Il y a énormément de choses qui sont dans le domaine des lasers. C'est ce qu'on appelle aussi de la big science dans certains trucs. Il a été après invité au Conseil national de recherche du Canada pour travailler sur l'imagerie 3D, pour développer des applications spatiales. Bon, le lien avec l'éclipse, tout ça, mais c'est de l'optique. L'éclipse, c'est manifestement de l'optique que l'on va voir. De 2003 à 2005, il a été à l'Institut Herzberg, qui est d'ailleurs un haut lieu de la science, du CNRC à Victoria. Et il a contribué à un projet qui n'est pas fini, comme il dit, il y a eu d'autres problèmes avec Hawaï, mais le Canada participait à la conception d'un très gros télescope de 30 mètres, avec une optique adaptative qui était vraiment une grande fierté. Et il a travaillé justement à tous les mécanismes, à développer la conception des systèmes optiques, le TMT, qui est à Hawaï. Il est revenu au département des sciences spatiales de l'Agence spatiale après ça, et il est devenu scientifique principal de programmation et de l'exploration planétaire de l'astronomie spatiale. Donc un poste quand même relativement très important même. Et pendant ce temps-là, il était après, depuis 2010, responsable de tous les programmes de développement scientifique et technologique en support à la communauté universitaire et industrielle. En fait, comme il disait, c'est que l'Agence spatiale va surtout financer des recherches, fait des appels avec les gens du milieu universitaire, les gens du milieu de l'industrie, sur des projets d'exploration, des télescopes et tout le reste, tout ce qui va avec. Donc, il a été scientifique de mission pour les télescopes spatiaux. Bon, là, c'est beaucoup d'acronymes, mais MOST, BRIGHT, NEOS, des gros projets spatiaux. Et là, il a pris sa retraite. Mais il faut savoir que quand on prend sa retraite à l'Agence spatiale, ça ne veut pas dire qu'on n'y travaille plus. Ça veut dire qu'on fait du mi-temps. Il fait 2 jours et demi à l'Agence spatiale. Donc, c'est un neurotétré qui travaille encore. Donc, on va lui céder la parole. Moi, j'apprécie beaucoup qu'il soit là aujourd'hui. Pour vous dire une chose, c'est qu'il était citoyen d'Austin, où il habitait pendant 12 ans. Mais au moment où on faisait le comité Eclipse, il nous annonçait qu'il vendait sa maison. Ce qui n'a pas empêché de rester très actif dans le comité et d'être ici aujourd'hui. Et par amour, par Austin, Eddie. Premièrement, je vais remercier Sophie pour cette belle introduction, cette belle présentation et surtout Mme la mairesse pour ce beau discours. C'est bien apprécié, c'est vraiment bien. Parce que moi, ma présentation est plus technique, moins philosophique. Alors, merci pour cette introduction, c'est super. Je vais peut-être mieux le tenir. Parce que j'ai tendance à me déplacer, alors je pense que c'est mieux que je garde dans les mains. Mais merci encore. Et puis, premièrement, encore remercier le comité organisateur parce que c'est beaucoup de travail d'organiser tout cet événement. J'ai vu tous les courriels passer, j'ai vu comment c'est un beau travail, un gros travail pour organiser tout ça. Ça a commencé, je pense, en décembre dernier. Et puis, merci de m'avoir invité. C'est un super privilège de pouvoir présenter à vous ici à Austin. En plus, je dirais que c'est peut-être un des meilleurs sites, vous allez voir tantôt, un des meilleurs sites au Québec pour témoigner de l'éclipse. Et en plus, il fait soleil. Alors, moi, quand j'ai commencé à préparer mes diapositives, je me disais, 80% de chances que ça va être nuageux. Alors, quoi faire, quoi dire? Bon, j'ai dit, OK, je me préparais plus pour ça que pour une journée ensoleillée. Par contre, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais la semaine passée, j'étais allé au Mexique, Mexico City. J'étais allé voir les pyramides de Teotihuacan, dont il y a une très, très grande pyramide qui s'appelle la pyramide du Soleil. Alors, peut-être avoir visité là et faire une petite prière pour dire que j'ai rapporté le soleil avec moi, avec le Dieu du soleil. Oui, ça va? Vous avez mon éclairage, on cherche à améliorer. Ah, il y a des lumières ici. OK. Je devrais saluer aussi les gens du centre communautaire. Je ne vous vois pas, mais j'espère que vous me voyez et que vous m'entendez aussi. OK, on va aller... OK. Alors,
un petit aperçu de quoi je vais parler aujourd'hui. Vraiment, c'est plus l'aspect, disons, mécanique, géométrique de qu'est-ce qui produit les éclipses, le pourquoi, le comment les observer et à quoi s'attendre quand il va y avoir une éclipse totale. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va le voir. Et aussi les éclipses futures. Pour commencer, comme je disais tantôt, ici, on est vraiment privilégié par notre emplacement. Vous voyez le trajet de l'éclipse, la bande de l'éclipse à travers l'Amérique du Nord qui est déjà commencé, presque déjà commencé au Mexique et qui se dirige vers l'est, le nord-est, traverse les États-Unis et nous arrive ici par Niagara Falls, Toronto, un peu, Montréal, Sherbrooke. Alors, c'est vraiment... la bande de l'éclipse passe vraiment dans des endroits qui ont beaucoup de population. Alors, c'est vraiment un événement exceptionnel. Comme vous voyez ici, on voit un agrandissement de notre région. Vous voyez la bande de l'éclipse. À l'intérieur de cette bande colorée, vous voyez, c'est l'éclipse totale. Là, vous voyez Montréal. Montréal est comme divisé en deux. À Laval, ils ne sont pas chanceux. À Montréal, en partie, oui. Mais c'est mieux de venir par ici, c'est sûr. Et puis, nous, on est ici. Alors, vous voyez que nous sommes en plein centre. Alors, c'est là que la totalité va être la plus longue, essentiellement, environ 3 minutes et demie, genre. Ça fait qu'on va avoir le temps de bien l'apprécier. Ce que j'ai fait hier, je ne sais pas si c'était hier ou ce matin. Non, je pense que non, c'était hier. C'était hier soir. Je voulais voir un peu c'était quoi la météo. Bon, on sait que c'était pour être quand même un ciel dégagé. Mais je voulais voir quelle était la situation à travers le trajet de l'éclipse. Si j'ai tracé une ligne, ce n'est pas très précis, mais c'est à peu près ça le trajet de l'éclipse. Et vous voyez que, bon, il y a peut-être des régions dans le sud-ouest des États-Unis que c'est peut-être nuageux, je ne suis pas sûr. Là. Ça peut avoir changé depuis hier soir. Mais pas chez nous, c'est très dégagé. Mais à Niagara Falls, par contre, j'ai entendu dire que c'était plutôt nuageux. Alors, on est encore très chanceux ici. Bon, je voulais juste mentionner très rapidement, je pense que vous êtes déjà très au courant de la sécurité pour observer l'éclipse, mais c'est toujours bon de faire un petit rappel. Vous avez probablement tous des lunettes solaires. Je pense qu'on les offrait ici. Ou ça va être remis après sur le site d'observation. Alors, c'est important de porter les lunettes pour regarder le soleil en tout temps, n'importe quel temps, même s'il n'y a pas d'éclipse. Si vous voulez regarder le soleil, ça prend des lunettes comme ça. Pendant la totalité, on peut les enlever. Enfin, il faut les enlever, sinon on ne verra plus rien. Mais vous allez pouvoir voir la couronne du soleil, qui est quand même relativement faible. Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais vu d'éclipse totale, alors je ne peux pas témoigner de ce que vous allez voir exactement, mais c'est ce qu'on s'attend. Qu'est-ce que je dis aussi, c'est que... Ah oui, si vous avez un télescope, il va peut-être avoir des télescopes. Moi, j'ai apporté mon télescope avec un filtre solaire. Bon, ce n'est pas exactement comme ça, là, mais c'est semblable. Et alors, il est équipé d'un filtre solaire devant l'objectif. Le point que je voulais faire ici, c'est que si vous avez un télescope ou même des jumelles, vous ne pouvez pas prendre des jumelles avec des lunettes solaires et regarder le soleil. Parce qu'à la sortie de l'oculaire, l'intensité du soleil est tellement forte, c'est tellement chaud que ça peut brûler même vos lunettes. Alors imaginez ce qui arriverait si ça brûle les lunettes, ça va brûler vos yeux instantanément. Ça fait qu'il ne faut pas utiliser des lunettes comme ça pour mettre devant l'objectif. Le filtre doit être devant l'objectif du télescope. Okay? Alors moi, je vais être là de toute façon avec mon télescope, puis peut-être qu'il va y en avoir d'autres pour observer l'éclipse avant la totalité. Une façon simple de regarder l'éclipse, c'est, je pense que vous avez souvent entendu parler d'une boîte à chaussures dans laquelle vous faites un petit trou pour projeter l'image du soleil dans le fond de la boîte et regarder à travers un plus grand trou. L'avantage d'une boîte comme ça, c'est qu'à l'intérieur de la boîte, c'est plutôt sombre, alors on peut voir l'image du soleil plus facilement. Ça, c'est pendant l'éclipse partielle. Une façon encore plus simple, honnêtement, c'est de prendre un grand carton, faire un petit trou au milieu, projeter le soleil sur un autre grand carton à peu près 1 mètre de distance et vous allez voir l'éclipse assez facilement. Une autre façon de projeter le soleil, c'est si vous avez un télescope ou même des jumelles comme ça, de le projeter sur un carton comme ça ici
là, on peut voir le soleil, mais ce n'est pas une façon que je recommande, par contre. Premièrement, si vous avez des jumelles, vous les tenez dans les mains, ça va être difficile de garder ça stable. L'image va bouger, c'est difficile d'être stable. Même chose pour le télescope, comme celui-ci. Ça va être difficile de garder le soleil centré dans l'objectif. Et en plus, comme je disais tantôt, sans filtre, il va y avoir beaucoup de chaleur à l'oculaire. Ça peut être endommager l'oculaire, et surtout même ce qu'on appelle le finder scope ici. Lui, il faut le couvrir. Et puis, si jamais quelqu'un, par hasard, pense qu'il y a un filtre et il regarde dans l'oculaire, ça c'est très dangereux. Ça fait que ce n'est pas une façon de regarder le soleil que je recommande. C'est mieux d'avoir les bons filtres. Bon, ce que je voulais montrer, je pense que les 2 ou 3 prochaines slides, c'est vraiment les slides principales. C'est là que je veux expliquer comment fonctionnent les éclipses, la géométrie des éclipses. Je vais commencer avec une illustration très simple et très exagérée, si on peut dire, parce que, bon, de base, c'est un objet opaque qui passe devant un objet lumineux, c'est-à-dire la Lune passe devant le Soleil, ça bloque la lumière du Soleil, ça projette un ombre sur la Terre, comme on voit ici, et c'est ce qu'on observe. Bon, on voit ici que dans l'ombre, la totalité, c'est que ici, toute la surface du Soleil est cachée, alors on a un ombre, on a la noirceur totale. À côté, ce qu'on appelle le pénombre, c'est-à-dire que le Soleil n'est pas complètement caché, alors il ne fera pas noir. Dans la région où il n'y a pas de totalité, il ne fait pas noir. Le Soleil est tellement brillant que peut-être un petit peu plus sombre, mais vraiment, on ne remarque pas tellement la noirceur. Mais dans la totalité, oui. Le problème avec cette illustration-là, c'est qu'il n'y a rien qui est à l'échelle ici. C'est vraiment exagéré. Alors, passons à la prochaine slide qui va mettre ça en perspective un peu mieux. Ici, ce que je montre, c'est par rapport à celle-ci, le Soleil, Lune, Terre. Ici, c'est le Soleil. À l'échelle, même un petit peu, pas exactement à l'échelle encore, là, mais c'est beaucoup mieux, c'est que le Soleil, ici, on voit la Terre et la Lune, 2 petits points. Et ça, c'est à peu près la distance relative solaire, Terre et Terre-Lune. Et puis, si on fait un agrandissement du système Terre-Lune, ici, on voit la Terre, la Lune. Ça, c'est pas mal à l'échelle. On voit la taille relative de la Terre et la Lune et leur distance. Alors, pour avoir une éclipse, il faut que ça soit parfaitement aligné. Ça fait que ça demande un alignement extrêmement précis. C'est pour ça que les éclipses sont aussi rares. Ça prend un alignement incroyablement précis pour arriver à avoir une éclipse. Avant d'aller un petit peu plus loin, je voulais juste peut-être mentionner aussi qu'il y a un phénomène qui est une incroyable coïncidence, c'est que le diamètre apparent du Soleil et celui de la Lune sont presque égaux. Ils sont égaux. C'est dans le sens que, OK, la Lune, disons le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune, mais 400 fois plus loin. Alors, la taille apparente dans le ciel, en point de vue de taille angulaire, c'est presque exactement le même. Mais ça, c'est vraiment une coïncidence extraordinaire. C'est pour ça qu'on a des éclipses aussi fantastiques à voir. Par contre, oui, c'est presque la même taille, mais pas exactement pour la Lune. Vu que l'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas un cercle parfait, c'est une ellipse. Alors, la Lune se rapproche parfois, des fois, elle est un peu plus loin. Alors, tu vas voir, quand elle est proche, on l'appelle le périgée, quand elle est plus loin, l'apogée. Et la différence entre une pleine Lune, elles sont plus proches, et une pleine Lune, elles sont plus loin, c'est environ 14 %. Ce n'est pas une très grande différence. Par contre, dans les médias, des fois, quand il y a une pleine Lune, elles sont périgées, on appelle ça un supermoon. Ils disent à tout le monde d'aller voir dehors, vous allez voir une très, très grande Lune. Mais en réalité, c'est juste 14 % plus gros que normal, et même moins. Alors, c'est pas quelque chose qu'on remarque, sauf si vraiment on regarde les deux tailles, une à côté de l'autre. Mais pour les éclipses, c'est important. Parce que quand la Lune est à son apogée, quand elle est plus loin de nous, elle paraît plus petite, alors elle ne va pas nécessairement couvrir le Soleil entièrement. Là, qu'est-ce qui arrive en ce cas ici, c'est que tu vas avoir une éclipse annulaire. Ça veut dire qu'elle ne couvre pas complètement le Soleil. Quand la Lune est plus proche, elle paraît plus grosse et elle va couvrir le Soleil complètement. Là, tu as une éclipse totale et on va pouvoir voir la couronne du Soleil. Dans une éclipse annulaire, on ne voit pas la couronne du Soleil. Ce qui est peut-être décevant ici, c'est que, OK, la couronne paraît très brillante,
Ici, moins. Mais en réalité, c'est l'inverse. Le soleil ici n'est pas couvert. C'est très, très brillant, ça. C'est comme le soleil naturel. Ici, la couronne est relativement faible. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de lunettes. Et c'est ça, c'est relativement beaucoup plus faible à voir dans le ciel. Ça fait que c'est important de voir de constater justement que la Lune, la distance de la Lune a une importance. Mais aujourd'hui, la Lune va couvrir le Soleil complètement. Bien, cette diapositive, je pense que je vais passer à côté. Je viens d'expliquer l'effet de la Lune, d'éclipse annulaire, partielle. Oups, je me tombe souvent avec le laser. Le partiel, annulaire et total. Mais comme je disais, ici, ça, c'est extrêmement brillant. Ça prend des lunettes pour visionner. Ici, non, parce que la couronne est relativement faible d'intensité. Bon, ça, c'est, je pense, la page la plus compliquée. C'est là que je vais expliquer la géométrie des éclipses. Commençons par expliquer c'est quoi qu'on voit ici. C'est, bon, le Soleil au centre, la Terre ici. L'orbite de la Terre ici, bon, ça prend 1 an à faire le tour du Soleil. OK. L'orbite de la Terre, plus ou moins circulaire. On a aussi, évidemment, la Lune qui tourne autour de la Terre. Ça, c'est l'orbite du Soleil, qui tourne environ une période de 27 jours. Ça fait environ 12 fois de rotation pendant que la Terre tourne autour du Soleil pendant 1 an. Avant d'expliquer pourquoi que des fois on a des éclipses et des fois on n'en a pas, imaginons que l'orbite, premièrement, l'orbite de la Terre décrit un plan, ce qu'on appelle l'écliptique. OK, ça, c'est notre référence. Imaginons que la Lune tourne autour de la Terre aussi sur l'écliptique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inclinaison. Ici, on voit une inclinaison de 5 degrés, mais supposons que c'est parfaitement aligné avec l'écliptique, tout dans le même plan. Qu'est-ce qui arrive en ce temps-là? C'est que tu aurais une éclipse solaire à chaque nouvelle Lune. L'éclipse solaire, évidemment, ça produit quand il y a une nouvelle Lune. Alors, ça ne sera pas vraiment intéressant. Si on a une éclipse solaire à tous les mois, ça serait rendu un peu banal. On ne serait pas ici aujourd'hui à en parler. Mais la réalité, c'est que l'orbite de la Lune est inclinée de 5 degrés. Juste assez que la plupart du temps, quand la Lune passe devant le Soleil, quand c'est une nouvelle Lune, elle est parfois au-dessus ou parfois en dessous. Alors, l'ombre de la Lune manque la Terre. On ne la voit pas. Il n'y a pas d'éclipse. Mais 2 fois par année, quand on arrive ici et là, le plan de l'orbite de la Lune croise l'écliptique. Alors, la Lune est parfaitement alignée avec Soleil, Lune, Terre. C'est là qu'on a une éclipse. Alors, en principe, on a 2 éclipses par année. Mais on peut en avoir plus. On peut en avoir jusqu'à 4. Il y a très rarement 5, mais je n'irai pas là. Mais 4, ça peut arriver. Pourquoi? C'est parce que, bon, ici, ça, c'est une situation parfaite. Quand tout est parfaitement aligné. Mais si la Terre est ici, puis la Lune passe devant, quand c'est la nouvelle Lune, passe juste ici, disons 2 semaines avant, bien, c'est quand même assez bien aligné pour avoir une éclipse partielle. Et peut-être 2 semaines plus tard, ça peut se reproduire. Alors, ça peut arriver des fois qu'on va avoir 2 éclipses solaires consécutives d'un mois au prochain mois. 2 nouvelles lunes consécutives. Il y a la même chose de l'autre côté, qui donnerait 4 éclipses. Pas totales, par contre. Ce serait impossible d'avoir une éclipse totale. D'avoir 2 éclipses totales de suite, c'est impossible. Mais partielles, oui, à quelque part dans le monde. En gros, c'est ça. Puis vous allez voir des tableaux qui montrent des instances où on a plusieurs éclipses. Ici, c'est le même diagramme, mais peut-être un petit peu moins chargé. Alors, peut-être qu'on voit un petit peu plus clairement. Ici, l'ombre qui passe à côté de la Terre, mais ici, en plein sur la Terre, et là aussi. Et là, non. Ça n'a rien à voir avec les saisons, par contre, là. OK? C'est vraiment juste montrer que après 6 mois, il peut y avoir un autre éclipse. Présentement, les éclipses, bien, comme je dis, sont environ tous les 6 mois. Ça fait que là, on est au printemps, il va y en avoir à l'automne. Mais ce n'est pas relié vraiment aux saisons. Bon, pour expliquer mon point, comme je disais tantôt, c'est ça, les éclipses totales, il peut y en avoir jusqu'à
à tous les 18 mois, à quelque part sur Terre. Mais n'oubliez pas, la Terre tourne. Alors, quand le je peux-tu reculer aussi? OK. Ça, quand l'éclipse se produit ici, un an plus tard, mais la Terre peut avoir tourné plusieurs fois. On ne s'est pas aligné encore. Ça fait que ça peut avoir lieu à quelque part autre sur la planète. Alors ici, on voit, j'ai mis quelques statistiques. Pour les prochaines éclipses, il va y en avoir une le 29 mars, l'année prochaine, ensuite le 12 août, etc. Pas nécessairement bien. Il faudrait voir sur les cartes exactement où les meilleurs sites pour voir l'éclipse partielle, mais ça va être au Québec. Mon point ici, c'est que gardez vos lunettes qu'on vous donne aujourd'hui parce que vous pouvez les réutiliser pour les prochaines éclipses. Il va y en avoir encore beaucoup. Ça, c'est des éclipses partielles. Pour l'éclipse totale, bien là, on voit que c'est beaucoup plus rare. Ici, j'ai aussi inclus les éclipses annuaires, comme ça ici, qui est un peu moins impressionnant, mais quand même impressionnant. Alors, ils sont pas mal éloignés. Ça, on parle ici au Québec. Puis, c'est pas nécessairement ici, Austin ou Sherbrooke ou Montréal. Ça peut être, je ne me souviens plus, mais ça peut être très loin dans le nord. Alors, vraiment, c'est aujourd'hui la meilleure journée pour le siècle. C'est vraiment une journée du siècle. Oui. Ah oui. Oui. Ici, il y a d'autres dates. Alors, ici, encore pour mieux faire le point que les éclipses totales sont très rares. Ici, on voit différentes villes au Québec. Mais on parle ici au Québec. Hein. C'est sûr que les éclipses totales, il y en a plus à travers le monde. Mais à Sherbrooke, ça c'est aujourd'hui, évidemment. Mais l'éclipse totale précédente était en 1932. Je ne pense pas qu'il y ait personne ici qui se souvient de ça. Ensuite, Montréal, c'est proche de Sherbrooke, alors c'est à peu près la même chose. Mais si vous regardez Québec, eux ne sont pas très chanceux. Hein. Alors, ils sont très éloignés, les éclipses totales. Mais si on élargit notre territoire, puis on regarde à travers l'Amérique du Nord, ça, c'est pour les prochains 100 ans, sur 100 ans, donc de 2001 à 2050, puis ensuite 2050 à 2100, il y en a plusieurs quand même. Encore là, ils ne sont pas très bien situés. Souvent, c'est dans l'Arctique, des fois, c'est dans les places, des endroits pas très habités. Celle-ci, c'est celle d'aujourd'hui. Mais après ça, ça, c'est passé, 2045, c'est loin. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais si on élargit encore plus notre territoire, on regarde toute la planète, là, il y en a, on voit que c'est un petit peu plus fréquent. Ça, c'est juste sur 20 ans environ. Alors, il y en a plusieurs. C'est les bleus qui nous intéressent, c'est les éclipses totales. Et puis, si on remarque en particulier, ce qui est intéressant, vous avez deux trajets bleus, les éclipses totales, qui passent ici en Espagne. Alors, le 12 août, les 2 août 2026-2027, il va avoir lieu en Espagne. Alors, vous pouvez commencer à planifier vos voyages en Espagne. C'est une bonne excuse pour aller en Espagne au mois d'août. C'est un très beau temps. Ici, encore là, sur un tableau, je ne vais pas passer de temps là-dessus, mais ça montre aussi les éclipses partielles. Évidemment, il y en a beaucoup plus, et puis vous pouvez voir par les numéros où ils se produisent. Mais le point que je voulais faire ici, c'est que, comme je disais tantôt, ici, regardez 2029, il y en a 4 partiels, dont 2 se suivent de juin à juillet. Ils ne sont pas visibles au Québec, mais celui de janvier, oui. Mais ici, il y en a 4. Comme je disais tantôt, c'est à cause de l'alignement, quand l'orbite de la Lune croise l'écliptique, en dedans d'un mois environ, c'est possible d'avoir une éclipse partielle. L'autre, c'est juste parce que c'est janvier et décembre, c'est son calendrier structuré, s'il y en a une, disons, le 1er janvier, puis l'autre le 31 décembre, mais c'est quasiment 6 mois quand même, 12 mois. Ça fait que ça compte comme dans la même année. Ah oui, OK. Bon, là, on arrive à qu'est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir. Pendant l'éclipse totale, il va y avoir la noirceur. Assez noir qu'on va pouvoir voir certaines étoiles. Comme j'ai dit tantôt, moi, je n'ai jamais été témoin d'une éclipse totale, mais ce que je sais, c'est que le ciel va être très noir, mais pas comme au milieu d'une nuit. Ce n'est pas aussi noir qu'au milieu de la nuit. Ça va être un peu comme
l'aube ou le crépuscule, après un certain temps que le soleil s'est couché, l'horizon va être un peu illuminé. Parce que, passé environ 100 km, le soleil commence à traverser l'atmosphère. Ça fait qu'on va voir un peu comme un crépuscule, mais c'est sur 360 degrés. Ça fait que c'est ça qui est peut-être intéressant à voir. Alors, le ciel ne sera pas complètement noir, mais suffisamment noir que c'est sûr qu'on va pouvoir voir les étoiles et les planètes les plus brillantes, c'est-à-dire Jupiter, Vénus, ce sont des planètes très brillantes, alors faciles à voir. Et peut-être même quelques étoiles brillantes comme dans l'Orion, peut-être. Là, je ne suis pas sûr. Saturne est trop près de l'horizon, je ne pense pas qu'on va pouvoir voir. Mais une autre chose qui est peut-être intéressante à voir, c'est qu'il y a une comète présentement. Ça, c'est tout nouveau. Ce n'est pas une nouvelle comète récemment découverte, mais je pense qu'elle a une période de 72 ans. C'est un peu comme la comète Halley, qui est présentement près du Soleil. Alors, c'est impossible de voir avec les télescopes terrestres ou même dans l'espace, c'est trop proche du Soleil. Puis on sait que présentement, elle est quand même assez brillante. Je ne suis pas sûr, mais à l'œil nu, peut-être qu'on ne pourrait pas voir, mais avec des jumelles, probablement que oui. Et l'avantage ici, c'est qu'elle est tout près de Jupiter, alors elle devrait être facile à trouver dans le ciel. Ça fait que je vais essayer avec les jumelles, voir si on peut la voir. Ah oui. Comme Sophie a mentionné, je travaillais pour l'Agence spatiale et j'étais le scientifique de mission sur un petit télescope canadien qui s'appelle NEOSat, qui opère depuis 15 ans environ. Ça continue à fonctionner. C'est un petit télescope, seulement un miroir de 15 cm, c'est pas très gros. Par contre, il a été conçu pour des observations, de faire une science très spécifique, c'est de pouvoir être capable de pointer relativement près du Soleil. Les télescopes, dans l'espace, ils ne veulent pas regarder tout près du Soleil parce que s'il y a un peu de lumière qui rentre dans l'optique, ça peut vraiment endommager l'optique, le télescope. Et en plus, il y a beaucoup de lumière qui est dispersée à l'intérieur, puis on ne verra pas rien. Mais lui, il a été conçu pour pointer jusqu'à 40 degrés du Soleil, ce qui est quand même très proche. Les télescopes comme Hubble, par exemple, eux, ils ne veulent pas aller plus que 90 degrés du Soleil. Ils regardent toujours dans la direction opposée du Soleil. Lui, il a été conçu pour trouver des astéroïdes qui sont à une orbite qui est près de la Terre. Alors, c'est pour ça qu'il a été conçu avec une optique spéciale comme ça. Puis il a obtenu justement une image de cette comète dont je parlais. J'aurais aimé avoir une image plus récente que février, mais cette image qui a été obtenue par le télescope date de fin février. Alors, je fais un peu de publicité là, pour l'Agence spatiale. Ça fait que c'est ça. Ça fait qu'il continue à bien performer. Ah oui, un autre sujet intéressant, c'est quel genre de science qu'on peut faire pendant les éclipses. Mais il y a encore plusieurs choses qu'on peut faire. Premièrement, c'est l'imagerie de la couronne ou les protubérances, ou faire de la spectroscopie sur la couronne. Aujourd'hui, on en fait un petit peu moins parce qu'on a des télescopes spatiaux, ou je veux dire spéciaux aussi, parce qu'ils sont conçus pour regarder le Soleil directement en mettant une obscuration, comme on voit dans l'image du bas ici. Il y a un disque qui bloque le Soleil. Le disque est gros, ça c'est la taille du disque, le Soleil c'est le petit sac à l'intérieur, ça fait qu'il bloque le Soleil, mais un peu de loin. Pendant une éclipse totale, on peut voir vraiment très, très près de la surface du Soleil, parce que, comme je disais tantôt, cette incroyable coïncidence que la taille du Soleil et la taille de la Lune sont quasiment les mêmes. Alors, mais historiquement, oui, c'était vraiment intéressant parce que en faisant de la spectroscopie sur la couronne du Soleil, on a découvert un élément qu'on ne connaissait pas. Bien là, je parle des années 1850 ou 60, quelque chose comme ça. On a découvert un élément qu'on ne connaissait pas. Ça fait qu'ils ont décidé de l'appeler, d'après le dieu du Soleil, Hélios. On l'a appelé l'élément hélium. C'est seulement peut-être 20 ans ou plusieurs décennies plus tard qu'on a découvert l'hélium comme un élément sur Terre. Une autre chose qui est vraiment intéressante, puis Robert Lamontagne en avait parlé un petit peu, c'est de prouver la théorie d'Einstein, la théorie de relativité qui dit que la gravité peut faire courber l'espace même. Ce qui veut dire que la gravité peut faire dévier un trajet de lumière. Et ça, c'était proposé comme en 1960
1905, 1910, quelque chose comme ça. Et puis, c'est tellement subtil que c'est quasiment impossible à prouver ce genre de théorie. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est prouvé de bien d'autres façons aussi. C'est très accepté, la théorie de relativité. Mais en 1919, il y avait des astronomes qui ont eu l'idée d'essayer de mesurer, voir si sa théorie de relativité de la courbure de l'espace peut vraiment créer un déplacement de l'image d'une étoile dans le ciel. Ça fait que l'expérience qui est illustrée ici, puis c'est un peu exagéré, c'est que si le Soleil n'était pas là, voici une étoile qu'on connaît, on connaît sa position précisément, mais pendant l'éclipse du Soleil, où là on peut voir les étoiles parce que c'est comme la nuit, on mesure la position de cette étoile, puis on voit qu'elle est déviée. Et la seule façon que ça peut être dévié, bien évidemment, c'est la théorie de gravité. Et la théorie prédit exactement l'angle de déviation. Et ça correspondait exactement à ce qui était prévu. Ça fait que c'était mesuré. Ça correspondait à ce que la théorie disait. Alors, c'était un grand succès pour Einstein. Et puis, bon, là, comme je dis, c'est très exagéré parce que l'angle de déviation, c'est dans l'ordre de 1 ou 2 arcs secondes, qui est, comme vous voyez ici, en degrés, 0,005 degrés. C'est très petit, mais c'est mesurable sur une photographie. À l'époque, il n'y avait pas d'imagerie numérique. C'était des plaques photographiques de grande taille, mais qui pouvaient avoir quand même une astrométrie très précise. Et c'était prouvé à plusieurs reprises. Puis même aujourd'hui, on peut répéter l'expérience. Les amateurs astronomes peuvent, disons, s'amuser à faire ce genre d'expérience et mesurer la position des étoiles. C'est un bon exercice. Puis comme je disais tantôt, il y a des télescopes spatials qui monitorent le Soleil en tout temps. Alors, c'est pour ça que une éclipse a un petit peu moins d'importance, mais c'est quand même important au point de vue vulgarisation de la science et des choses comme ça. C'est vraiment spectaculaire à voir. Puis il y a beaucoup d'astronomes qui, quand même, observent l'éclipse, comme Robert Lamontagne disait qu'il voulait observer l'éclipse et non pas faire une conférence. Mais bon. Moi, je suis bien content de faire la conférence. Bon. Ah oui, des phénomènes qu'on peut voir, un petit peu plus subtils, disons, pendant l'éclipse, mais évidemment, c'est la couronne. Et si on regarde très près, si on observe attentivement, on peut peut-être voir des protubérances. Ce sont des masses de plasma qui est éjectée par le Soleil. C'est difficile à prédire, mais si c'est le cas, on va les voir. Peut-être même avec des jumelles, ce serait mieux. Puis là, ici, on n'a pas besoin de lunettes solaires, mais après ça, oui, il faut mettre les lunettes. Aussitôt que, juste avant, la totalité et juste après, on peut voir ce qu'on appelle la bague de diamant ou les grains de Baileys. C'est un peu le même phénomène. Et ça, c'est simplement dû par le fait que la Lune, oui, elle est sphérique, mais ce n'est pas lisse comme une boule de billard. Il y a quand même des montagnes, des cratères, des vallées, des crevasses. Alors, il y a des endroits où le Soleil peut percer, disons, en deux montagnes, la vallée sur deux montagnes avant qu'elle soit complètement traverse juste au moment où la Lune cache complètement le Soleil ou juste après qu'elle dévoile le Soleil. Fait que ça peut être vraiment intéressant à regarder. Mais surtout qu'on commence à voir ce genre de choses-là, mais là, c'est le temps de remettre les lunettes. Parce que ça va être très brillant très rapidement. Bon, pour aujourd'hui, mais je pense que vous êtes déjà au courant des heures. L'éclipse partielle va commencer vers 2h30. Ensuite, ça progresse graduellement. Ça fait que c'est de 2h30 à presque 3h. Ça, c'est un site web qui s'appelle eclipse2024.org qui fait ces prévisions-là, basées sur l'emplacement géographique très précis. On a une feuille qui va être remise. Ah, OK. Excellent. Ça fait que vous allez avoir une feuille qui va donner les heures exactes. Alors, c'est vraiment fait pour les coordonnées de Stein ici. Et puis, ça progresse assez rapidement. On remarque ici que la vitesse de l'ombre, si on l'était, disons, au sommet de la montagne ou dans un avion, on pouvait voir l'ombre arriver vers nous. L'ombre se déplace à 4300 km à l'heure. C'est rapide. C'est un peu l'effet de la rotation de la Terre et le fait que nous, déjà vers 3h30,
ben, la Terre est ronde, right? Et puis, ouais. Alors, là, c'est difficile d'utiliser mes deux mains, là, mais c'est que l'homme arrive à un plan incliné, disons. Ça fait que là, ça va plus vite parce que c'est plutôt qu'arriver comme ça arrive comme ça, alors ça va plus vite. Ça fait que ça, c'est la vitesse apparente. Ensuite, on a la totalité, précisément à 3h30. La durée, c'est environ 3 minutes 30. Ça fait que, vu qu'on est près du centre de totalité, c'est la plus longue durée au Québec. Ensuite, là, bien évidemment, c'est l'inverse qui se produit. La Lune se déplace. C'est vraiment intéressant de voir un éclipse, même un éclipse partiel, parce que là, on constate vraiment que la Lune se déplace. On peut la voir quasiment à temps réel, à l'œil nu, que la Lune traverse le Soleil, puis on la voit se déplacer. Parce que quand on regarde la Lune, des fois, la nuit, on voit, OK, la Lune est là, mais ça ne bouge pas, c'est stable. Mais en réalité, c'est parce que ça bouge lentement et on n'a rien à côté pour mesurer le déplacement comparé. Avec le Soleil, mais on peut voir ça facilement. Comme je disais tantôt, je vais avoir mon télescope avec un filtre solaire qu'on peut observer pendant les phases partielles, mais même s'il n'y avait pas d'éclipse solaire, c'est intéressant de voir le Soleil. J'ai pris une image qui vient du site web spaceweather.com qui montre en temps réel plus ou moins qu'est-ce qu'on peut voir sur le Soleil. Puis ça, c'est une image que j'ai prise sur le site web ce matin. Ce qu'on voit, c'est qu'on va pouvoir apercevoir plusieurs taches solaires. Ça, avec le télescope, on peut le voir. Juste avec les lunettes, on ne pourra pas voir ces taches solaires. Elles sont un peu trop petites. Par contre, ça arrive des fois qu'il y a des très, très grosses taches solaires qu'on peut voir à l'œil nu, bien, avec les lunettes, évidemment. Et c'était le cas il y a environ le mois passé. J'avais été informé qu'il y avait une tache solaire tellement grande que je mets les lunettes, puis tu vois qu'il y a comme un petit point noir sur le Soleil. C'est quand même intéressant à voir. Pour revenir aux prochaines éclipses, comme je disais, celui en Espagne, la prochaine, le 12 août 2026. Ce qui est particulier, c'est que ici, on voit le trajet de l'éclipse et ça finit ici. Ça finit là parce que, rendu là, le Soleil se couche. Alors, l'éclipse va avoir lieu juste avant le coucher du Soleil. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais je pense que c'est vraiment intéressant de voir un éclipse du Soleil juste quand il se couche. Parce qu'on sait que le Soleil, quand il se couche, ou la Lune, ça paraît plus gros. C'est un effet plutôt psychologique, là, mais ça paraît plus gros. Alors, un éclipse, en ce moment-là, ça va être vraiment intéressant. Je pense que c'est tout que j'avais. C'est là qu'évidemment, si vous avez des questions, je vais être très heureux à répondre à vos questions. Et puis, comme Pierre disait, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Denis. Là, on a la période de questions. C'est très simple. Vous levez la main. Je vais vous passer le micro pour qu'on puisse vous entendre. Et on a déjà une première question. Merci pour la présentation. Pouvez-vous expliquer comment se produisent les taches solaires, s'il vous plaît? Oui. Les taches solaires, je vais peut-être retourner brièvement. Oups, non. Reculer, c'est dans l'autre sens. Les taches solaires, essentiellement, ça paraît noir, mais c'est relatif. C'est une région qui est plus froide sur la surface du Soleil. Alors, on les voit noirs, mais en réalité, ça émet beaucoup de lumière. C'est juste que c'est moins brillant que le reste du Soleil. Et la raison que c'est plus froid, c'est qu'il y a des champs magnétiques très puissants sur le Soleil. Parce que le Soleil, vraiment, c'est comme une boule de plasma en tourbillon continuellement. Il y a des endroits qui vont avoir un champ magnétique qui va avoir une convection, disons, du plasma qui va être refroidi. Étant refroidi, il va être un petit peu moins lumineux. Et c'est pour ça que ça paraît comme ça. C'est vraiment un comportement du plasma du Soleil. Mais comme je dis, c'est pas noir. C'est vraiment très lumineux, mais relatif au reste du Soleil. C'est pour ça que quand on met un filtre solaire, mais on atténue complètement les taches. Merci beaucoup. On peut aussi prendre des questions. On n'en a pas dans l'autre salle. Il n'y a pas de questions. En tout cas, je ne sais pas s'ils nous entendent. Vous pouvez aussi poser des questions qui vont être relayées. Donc, j'en ai peut-être une, moi, justement, sur les recherches qui se font pendant les éclipses. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a ici au Québec qui sont faites ou comment on fait ça? Parce que
Est-ce qu'il y a un moyen de suivre l'ombre en avion ou des satellites? Il ne faut pas qu'ils soient stationnaires parce que l'ombre se déplace. Comment ils font? Oui, bien justement, il y a encore des expériences qui se font. Il y a des expériences qui sont conçues pour mesurer la condition de l'atmosphère en dessous de l'ombre, parce que là, quand l'ombre arrive, il y a des phénomènes sur l'ionosphère. Ça fait qu'il y a des avions qui vont mesurer, peut-être en spectroscopie, le comportement de l'atmosphère. Ça se fait encore. Il y a aussi des mesures qui peuvent être faites aussi c'est un peu plus compliqué, mais de mesurer le diamètre du Soleil. Parce que le diamètre du Soleil est relié à la largeur du trajet, comme je mentionnais tantôt. Ça fait que si vous êtes vraiment à bordure entre la limite de éclipse totale et éclipse partielle, mais si vous vous fiez au diagramme, puis je vais mettre juste à la bordure, si c'est total, là c'est partiel, mais pas vraiment, parce qu'il y a quand même une marge d'erreur. Alors, s'il y a beaucoup de gens qui mesurent, OK, moi j'ai vu partiel, l'autre total, on peut, avec ça, mesurer la taille du Soleil. C'est un peu intéressant comme expérience. Mais sinon, à cause du fait qu'on a des télescopes dans l'espace maintenant pour observer le Soleil 24 heures sur 24, c'est un petit peu moins fait. Par contre, comme je disais tantôt, les télescopes spatials observent pas mal plus loin, la couronne du Soleil, pas mal plus loin que de la surface. C'est seulement pendant une éclipse qu'on peut voir vraiment à la surface, juste à la limite de la surface du Soleil. Alors, Et juste pour être sûr que la spectroscopie, c'est bien une technique qui permet, avec la lumière, d'analyser la composition. C'est ça, oui. Donc, c'est juste pour... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pour vous, c'est votre moment. Pierre. C'est encore une fois mon ignorance de la mécanique céleste qui m'amène à poser cette question. Quand on montrait les trajectoires des éclipses, on voit des motifs qui sont différents d'une éclipse à l'autre. J'aurais pensé que ça suit toujours un peu la même trajectoire, mais non, on a des choses qui oscillent de façon différente. Ouais. Vous parlez de ça. C'est ça. Oui, c'est intéressant, mais encore là, c'est parce qu'on projette, on fait la projection de l'ombre sur la Terre. Comme je dis tantôt, la Terre est ronde, alors ça fait des courbes. Et puis, en même temps que la Terre tourne, la Lune se déplace. Alors, quand on met toute cette géométrie-là en place, ça fait justement des courbes comme ça. Et vous remarquez aussi que dans les pôles, c'est beaucoup plus large, parce que là, on projette sur un plan incliné. Alors, la géométrie fait que c'est plus large. Ici, je crois que ça va faire 200 km de large, la bande aujourd'hui. Pardon? La bande aujourd'hui fait 200 km de large. Environ, oui. Environ. Oui. Mais c'est celle qu'on voit, on la voit ici, justement. Mais la largeur, évidemment, va dépendre aussi de... Je mentionnais tantôt le périgée et l'apogée. Ça fait que quand la Lune est plus près de la Terre, elle va paraître plus grande. La durée va être plus longue, mais aussi le pénombre va être plus grand. Alors, le trajet va être plus large. Ici, mais au pôle, comme on voit, c'est vraiment parce qu'on projette sur une courbe, un plan très incliné. Alors, ça fait... ça explique la largeur. C'est utile d'expliquer sans avoir un modèle 3D, là. Il faut le visualiser. Peut-être plus simple. Pourquoi pouvons-nous regarder un coucher de soleil? Bien, en principe, on ne devrait pas. Non. Mais c'est que pendant certains couchers de soleil, bon, s'il y a beaucoup d'humidité dans l'air, ça va atténuer le soleil de beaucoup. Parce que là, quand le soleil est à son zénith, par exemple, il y a très peu d'atmosphère, peut-être 1 ou 2 km. Mais quand on regarde à l'horizon, il y a peut-être 200 km d'atmosphère ou plus. Alors, il y a beaucoup d'absorption qui est faite. Et si c'est très humide, encore plus d'absorption. Alors, puis des fois, c'est des nuages fins, puis ça va atténuer le soleil. Ça fait que si on regarde le soleil, puis c'est pas dur ses yeux, OK, c'est pas si pire. Mais si on voit un beau coucher de soleil, puis c'est encore très dur ses yeux, c'est mieux pas.
Comme dans un 7 carré, il y a un caller. Dans le parc, tantôt, 5 secondes avant puis 5 secondes avant que ça finisse, est-ce qu'on va avoir un caller pour nous dire, là, vous pouvez enlever vos lunettes, là, vous remettez vos lunettes? Question de sécurité. Ça, c'est plus... Puis j'en profite pour vous dire dans le parc, parce que tout à l'heure, Denis nous parlait des échelles. Eh bien, pour vous donner une idée de reproduit, ça va être reproduit dans la patinoire. Vous avez un soleil qui est un ballon bleu, et ils ont reproduit, je ne vous dis pas la taille, à l'autre bout de la patinoire que prend la Terre et la Lune. Mais ça vaut la peine de vous déplacer. Vous allez voir ce que ça veut dire à l'échelle réelle. Oui. C'est une surprise. Allez-y. Ben, tu peux prendre. Il y a une question de la salle. Okay. Donc, on a une question qui vient de la salle communautaire. Est-ce que c'est vrai que pendant une éclipse totale, la perception des couleurs que les gens ont peut être influencée, comme par exemple le vert et le rouge? C'est-tu quelque chose que tu as déjà entendu parler? Bien, premièrement, quand il fait noir, nos yeux sont... quand il fait très noir, on ne voit pas les couleurs. Évidemment, c'est nos récepteurs dans la rétine qui sont différents. Ça fait que peut-être, vu que c'est très sombre, la couleur de la couronne, c'est plutôt blanc, mais c'est peut-être plus à cause de la noirceur qu'on va moins bien percevoir les couleurs, mais je ne pourrais pas répondre exactement. C'est ce que je pense. Oui, madame. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir, pourquoi il va faire froid, là? C'est-tu à cause de tout le truc de l'ombre, là, de 4700 km à l'heure? De l'ombre? Je me demandais si ça avait Oui, mais on dit, justement, quand le soleil va être complètement caché, mais là, on perd la chaleur du soleil, la radiation infrarouge du soleil. Ça fait que oui, la température peut chuter de quelques degrés, mais il revient 3 minutes plus tard. Ça fait que ça ne dure pas longtemps. Mais oui, on peut ressentir un refroidissement pendant la période de totalité. C'est vraiment à cause de l'ombre qui... Non, ce n'est pas rapport au déplacement de l'ombre. C'est vraiment juste, on l'éteint le soleil, alors il fait plus froid, on le rallume, puis ça va réchauffer. Ouais. Merci. En fait, c'est comme si c'était la nuit où il fait plus froid parce qu'il n'y a pas la lumière du soleil. C'est ça, oui. Mais c'est quand même plus rapide que la tombée de la nuit, alors on peut remarquer ça va être un impressionnant, changement rapide. Ceux qui peuvent la voir arriver de loin, oui. C'est impressionnant. Ça arrive comme un boom. Visuellement, oui. 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 Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez. J'ai oublié de me faire poser des yeux. Bonjour. Bonjour. Justement, à propos de l'arrivée de l'ombre et ensuite du retour du soleil, généralement, lorsque le soleil se lève, on a une différence de à peu près moins 2 degrés par rapport à la température qui était juste à la fin de la nuit avant la température qui est juste au début du jour. Est-ce qu'on va pouvoir constater le même phénomène ou pas? Oui, mais justement, comme je disais, vu que le soleil disparaît assez rapidement, quand il va y avoir une chute de... Difficile à dire. C'est plus... ça peut dépendre un peu de la météo, disons, s'il y a des vents, des choses comme ça, peut-être qu'on ressent moins. Dans les régions où c'est très sec, comme dans un désert, on sait que la nuit et le jour, il y a une grosse différence de température. Ça fait que là, s'il y avait une éclipse dans un désert, par exemple, où c'est très sec, je pense qu'on observerait une chute de température plus importante que si c'était humide, parce que l'humidité garde un peu la chaleur ambiante, on peut dire. Et sur une patinoire avec un ciment chauffé, peut-être qu'on ne va pas ressentir grand-chose. Il y avait une question en avant, je pense. On entend parler beaucoup à la télé des influences et aussi sur les animaux. Moi, je me demandais 3 minutes, est-ce que ça va vraiment... On parlait des oiseaux qui cessent de chanter parce qu'ils ont l'impression que c'est la nuit, qu'on pourrait même voir des animaux sortir de la forêt parce qu'ils ont l'impression que c'est l'heure d'aller se nourrir. C'est possible, oui. Là, on parle des animaux sauvages. Oui. Moi, oui, c'est un peu ce que j'ai entendu dire aussi. Là, je ne peux pas vraiment confirmer plus que ce que j'ai entendu. C'est que oui, des fois, les oiseaux vont chanter parce qu'ils pensent que c'est la nuit.
bon, peut-être surveiller ce qu'il n'y a pas un hibou qui s'en vient. Ouais. Vous attaquer, mais. Non, mais parce sinon, que je me disais 3 minutes, ça aurait un impact. Ben, c'est parce que la noirceur est très remarquable. Okay. Ça va être très noir. Alors, ça cause un peu de confusion, justement, aux animaux sauvages, parce que normalement, la nuit arrive graduellement. Là, c'est soudain. C'est ça qu'ils se disent, oh, j'ai oublié de. Ouais. Ouais. Pour ça, d'ailleurs, c'est fascinant, quand on était le 24 mars, réalisé pour les autres civilisations plus anciennes qui n'avaient pas ces connaissances, ce que ça pouvait représenter, une noirceur totale qui arrive en pleine journée. Ouais. C'est une question de la salle. Oui. Donc, un peu pour faire suite à ça, la noirceur, comment ils font pour prédire exactement les éclipses, comme l'exemple de l'Espagne? Puis, suite à la conférence il y a 2 semaines de Robert Lamontagne, il a mentionné que pendant un certain temps, ça c'est moi qui rajoute, à un moment donné, ils ont réussi à dire que ça va être à peu près à tel temps, mais ils ne savaient pas où. Là, maintenant, ils savent plus où. Donc, un peu la mécanique de prévision des éclipses. Bien, OK. Ça fait qu'on parle de 2 époques. Là, l'époque moderne, évidemment, on a des modèles très précis du système solaire et des ordinateurs qui peuvent faire des simulations, des calculs avec grande précision. Ça fait que c'est pour ça qu'on peut prévoir, autant dans le futur que dans le passé, les événements d'éclipses. Si on parle des anciens, comme les anciens grecs ou même avant, ils faisaient des prévisions basées sur des statistiques. Alors, il y avait beaucoup d'observations pendant peut-être les 1 ou 2 siècles avant. Les gens enregistraient l'événement, parce que c'est un événement remarquable, ça fait qu'ils enregistraient, puis là, les astronomes de l'époque pouvaient prendre ces données puis essayer de trouver un genre d'équivalent, basé sur les événements qui se produisent à une certaine régularité, avec un certain modèle. Alors, c'était vraiment basé sur les données. C'était très empirique dans le sens de faire ce genre de prévision. C'est ça, ce qu'il racontait, c'était fascinant parce que c'est un peu l'ancêtre du data mining. Ce qu'il racontait, Robert, c'est que il y avait des grands empires. Et c'est parce qu'il y a eu des grands empires, donc qui couvraient un immense territoire où il y avait du commerce, qu'ils avaient accès à des données, parce qu'en fait, l'éclipse n'est jamais au même endroit. Donc on lui a demandé à Robert comment ils ont pu calculer à la précision exacte le retour d'une éclipse. Mais c'est parce que l'empire était tellement grand qu'ils avaient des données d'un bout, des données de l'autre bout. Et il y avait des gens qui colligeaient tout, des gens qui colligeaient toutes ces données. Et ils sont passés à travers ces données et ils ont pu réaliser vraiment les cycles d'éclipses. Juste un commentaire, on parlait des animaux tantôt, qui vont avoir peut-être une réaction. Là. Il a été publié qu'au zoo de Granby, il va y avoir une équipe de scientifiques qui vont vérifier ce qui va se passer avec certains types d'animaux. Okay. Donc, on va certainement en entendre parler. Hein. Okay. Je vois Pierre qui arrive, ça c'est un signal. Parce qu'en fait, vous êtes juste à la première partie. Là c'est l'apéritif. L'éclipse, c'est tout à l'heure, et il y a plein d'activités qui sont prévues entre les deux. Je repasse la parole à Pierre. Bien, en effet, il est déjà 14h03 ou 4. Donc, l'éclipse partielle commence à 14h15. Alors, si vous ne voulez pas la rater, il va falloir que nous, on termine. Merci à Daniel, à Denis et à Sophie. Et merci Et merci surtout à vous pour votre écoute et votre intérêt. Juste quelques mots avant de partir. À la sortie, on va vous remettre des lunettes pour ceux qui n'en ont pas et un feuillet de renseignement avec les consignes de sécurité que vous probablement connaissez très bien maintenant. Et vous avez aussi l'horaire de l'éclipse. Sur place, on va chronométrer les choses. Et au moment de la totale, peut-être un 5 secondes ou un 10 secondes après le début de la totale, on va vous dire que vous pouvez enlever vos lunettes. Alors, ça fait que vous aurez un minuteur sur place, là, vous n'aurez pas à vous préoccuper de ça. Sauf qu'il faudra tendre l'oreille. Il est déconseillé, comme le disait Denis, de pointer vos caméras et vos téléphones cellulaires là, vers, au moment de l'éclipse partielle, là, parce que vous pourriez brûler vos capteurs. C'est possible, c'est pas nécessairement... ce ne sera pas nécessairement le cas, là, mais c'est possible.
Alors, on vous donne rendez-vous sur la dalle de béton, la patinoire. Il y aura des astronomes amateurs sur place. Un certain nombre d'entre eux, sinon tous, vont permettre que vous puissiez regarder, observer à travers leur télescope. Assurez-vous que ceux que vous sollicitez soient bien ceux qui acceptent de partager leur télescope, cependant. Il y a Denis qui, lui, va avoir le sien et qui, lui, va se faire un plaisir. Et si vous avez d'autres questions, je vous ai... Il y a 3 toilettes à votre disposition dans le parc, une toilette au chalet et 2 toilettes chimiques là, portatives, là, Sanivac. Et à 14h15, je ne sais pas combien d'enfants sont venus. On pensait qu'on en aurait beaucoup parce que les écoles sont fermées, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais on a prévu des activités au chalet. Alors, bien sûr, autour du soleil, des éclipses, etc. Alors, Mme Céline Chicoine accueillera les enfants s'il y en a, ou les quelques adultes qui ont encore un esprit d'enfant, qui veulent encore s'émerveiller devant les choses. Alors, bien, merci beaucoup et n'oubliez pas de prendre vos lunettes en sortant.